Quelques jours avant que je ne commence mon nouveau poste, l'entreprise a annulé mon offre sans explication. J'ai découvert plus tard que ma sœur avait envoyé de faux emails au RH, affirmant que j'avais des problèmes judiciaires. Tout cela pour m'enseigner l'humilité. Quelques jours avant que je ne commence mon nouveau poste, l'entreprise a annulé mon offre sans explication. J'ai découvert plus tard que ma sœur avait envoyé de faux emails au RH, affirmant que j'avais des problèmes judiciaires. Tout cela pour m'enseigner l'humilité. Un peu de contexte d'abord. Moi, Antoine, 31 ans, j'étais éloigné de ma sœur, Béatrice, 33 ans, depuis environ 5 ans. Nous avions eu une dispute monumentale à propos de quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre pleinement, mais cela se résume à ces actions qui ont complètement bouleversé ma vie. En grandissant, ma relation avec ma sœur a toujours été un peu difficile, mais je l'attribuais à une rivalité fraternelle normale. Nous n'avions que 2 ans d'écart, donc nous étions souvent regroupés dans tout. Activités scolaires, réunions de famille, même amis. Je l'admirais à bien des égards. Elle était toujours la plus extravertie avec une personnalité magnétique qui attirait les gens à elle. En revanche, j'étais le frère plus calme, plus réservé, content de rester en arrière-plan. Malgré nos différences, nous avons eu de bons moments à jouer à des jeux étant enfants, à partir en vacances en famille et même à partager des secrets pendant ces rares moments où nous nous entendions bien. Mais en vieillissant, les choses ont commencé à changer. Elle est devenue plus compétitive, voulant toujours me surpasser. Au lycée, si j'obtenais un 16/20 à un examen, elle devait obtenir un 18/20. Si j'entrais dans l'équipe de basket, elle se vantait d'être la star de son équipe d'athlétisme. Au début, cela ne me dérangeait pas beaucoup. Je pensais que c'était juste sa façon de se pousser. Mais avec le temps, cela a commencé à ressembler moins à une rivalité fraternelle et plus à quelque chose de plus sombre. Elle a commencé à me saper de manière subtile, faisant des remarques désobligeantes sur mes choix ou minimisant mes réalisations. Quand j'ai été accepté dans une bonne université parisienne, elle a fait comme si ce n'était pas grave, même si elle avait eu du mal à entrer dans la sienne. Notre relation est devenue plus tendue au fil des ans. J'ai commencé à remarquer qu'elle se nourrissait d'attention, et si les projecteurs n'étaient pas sur elle, elle trouvait des moyens de les voler. Cette dynamique nous a suivis à l'âge adulte où j'ai essayé de me distancer de la compétition constante, mais elle trouvait toujours un moyen de me ramener. Même si j'ai essayé de maintenir une relation civile, la tension sous-jacente n'a jamais vraiment disparu. Je pense qu'une partie de moi a toujours espéré que nous pourrions réparer ce qui était cassé, que peut-être un jour nous pourrions être proches comme le sont certains frères et sœurs. Mais après ce qu'elle m'a fait, je savais que ce jour ne viendrait jamais. Cela a commencé quand j'étais sur le point de commencer un nouveau travail, un poste pour lequel j'avais travaillé pendant des années. Ce n'était pas n'importe quel travail. C'était un rôle très convoité dans un domaine hautement compétitif. Le genre d'opportunité dont les gens rêvent mais qu'ils obtiennent rarement. J'avais mis tout mon cœur et mon âme pour en arriver là. D'innombrables nuits tardives, du réseautage, des certifications supplémentaires, des stages, tout ce que vous voulez, je l'ai fait. Ce travail était censé être la grande chance dont j'avais besoin pour enfin m'établir et construire la carrière pour laquelle j'avais travaillé sans relâche depuis l'université. J'étais excité, probablement plus excité que je ne l'avais été depuis longtemps. Tout semblait se mettre en place. Ma sœur, cependant, ne semblait pas partager mon excitation. En y repensant, il y avait de petits signes dans les jours précédant ma date de début. Des commentaires sarcastiques ici et là, des pics déguisés en blagues. Elle disait des choses comme « ne te sens pas trop à l'aise ». Tu sais, ces choses ne durent jamais ou j'espère que tu peux gérer la pression. Tout le monde ne peut pas. À l'époque, je les ai ignorées, me disant qu'elle était juste elle-même, cherchant toujours un moyen de me rabaisser. Je n'y ai pas beaucoup pensé. C'est du moins ce que je pensais jusqu'à ce que je reçoive un appel du service des ressources humaines de l'entreprise quelques jours seulement avant que je ne doive commencer. Le ton de la femme au téléphone était froid, formel, rien à voir avec les voix enthousiastes que j'avais entendues pendant le processus d'entretien. Elle m'a dit sans équivoque que l'entreprise avait décidé de retirer l'offre. J'ai eu l'estomac noué. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Je lui ai demandé pourquoi, la suppliant pratiquement d'une explication. Elle a hésité un instant avant de me dire finalement qu'ils avaient reçu un email alarmant de quelqu'un se présentant comme un membre de ma famille inquiet. L'email, a-t-elle dit, avait soulevé de sérieuses inquiétudes concernant mon caractère et mon comportement passé.
J'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Quand j'ai demandé plus de détails, elle m'a dit que l'email décrivait une série de mensonges, des affirmations selon lesquelles j'avais de longs antécédents de toxicomanie, que j'avais fait des allers-retours en cure de désintoxication, que j'avais volé de l'argent à ma propre famille pour alimenter une dépendance. Il disait même que j'avais un casier judiciaire lié à ces problèmes, ce qui était absolument faux. Entendre ces mots a été comme un coup de poing dans l'estomac. Je n'avais jamais eu de problème de dépendance, je n'avais jamais rien volé de ma vie et je n'avais certainement pas de casier judiciaire. Tout mon corps est devenu engourdi alors que je réalisais la gravité de la situation. La femme des RH a poursuivi en expliquant qu'étant donné la nature des accusations et le sérieux du poste, l'entreprise n'avait d'autre choix que de retirer l'offre. Il n'y avait pas de place pour la négociation, aucune chance de laver mon nom. La décision était finale. Ils étaient déjà passés au candidat suivant. Après la fin de l'appel, je suis resté là, choqué, incapable de traiter ce qui venait de se passer. Comment quelqu'un pouvait-il faire de telles allégations à mon sujet? Qui ferait même une telle chose? Je me creusais les méninges pour savoir d'où cela pouvait venir quand la pensée m'a frappé comme un train de marchandises. Ma sœur, elle était la seule à avoir le genre de connaissances personnelles qui était déformé et tordu dans cet email. Et au fond de moi, je savais qu'elle était le genre à faire quelque chose comme ça si elle sentait que j'avais besoin d'être rabaissé. Ma réaction immédiate a été de la confronter. J'ai conduit jusqu'à son appartement, y entrant sans même frapper. Je sentais mon pouls battre dans mes oreilles, la colère parcourant chaque partie de moi. Quand je l'ai confrontée, l'expression sur son visage m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle n'a pas nié. En fait, elle n'a même pas semblé surprise que j'ai compris. Sa réponse était aussi froide qu'exaspérante. Elle a admis avoir envoyé l'email, mais dans son esprit, elle n'était pas en faute. J'essayais juste d'aider, a-t-elle dit comme si cela avait un sens. Quand je lui ai demandé pourquoi diable elle ferait quelque chose d'aussi cruel, elle a juste haussé les épaules et a dit, tu étais trop arrogant à ce sujet. Tu avais besoin d'une dose d'humilité. Tu n'es pas aussi spécial que tu le penses. J'étais sidéré. Arrogant. Je n'étais pas arrogant. J'étais excité. Fier même. Après toutes ces années de lutte et de travail acharné, j'avais enfin quelque chose à montrer. Et au lieu d'être heureuse pour moi, au lieu de me soutenir comme une famille devrait le faire, elle avait décidé de tout me arracher. Elle m'avait saboté, ruiné ma réputation auprès de cette entreprise et détruit une opportunité unique, tout cela parce qu'elle pensait que j'avais besoin d'être humilié. J'ai exigé des excuses. Elle a juste ri. Tu me remercieras un jour, a-t-elle dit avec dédain, comme si c'était une sorte de leçon que j'étais censé apprendre. Je me souviens l'avoir regardée, stupéfait, réalisant que la personne qui se tenait devant moi n'était pas quelqu'un en qui je pourrais à nouveau avoir confiance. Elle ne se souciait pas de ce qu'elle avait fait. Pour elle, ce n'était pas grave. Elle l'a ignoré comme si perdre un emploi qui définissait une carrière était quelque chose que je devais simplement surmonter. Mais je ne pouvais pas simplement le surmonter. Ce travail n'était pas juste un autre emploi. C'était mon avenir. Le rêve pour lequel j'avais travaillé si dur pour l'atteindre m'a été arraché en un instant, et la personne responsable n'a pas ressenti une once de remords. Je suis sorti de son appartement ce jour-là et je n'ai jamais regardé en arrière. À partir de ce moment-là, j'ai coupé tout contact avec elle. Mes parents, bien qu'initialement sympathiques à mon égard, ont commencé à me presser de lui pardonner avec le temps. Selon eux, la famille est tout, et ils ne pouvaient pas supporter l'idée que nous soyons séparés. Moi, cependant, je ne pouvais pas passer outre la trahison. Ce n'était pas juste un travail. C'est qu'elle a intentionnellement essayé de détruire ma vie, puis ne s'en est pas souciée. Ce n'est pas quelqu'un que je veux autour de moi, encore moins l'un des jours les plus importants de ma vie, mon mariage. Quelques années plus tard, j'ai rencontré ma désormais femme, Camille, 29 ans. Nous nous sommes fiancés après 3 ans de fréquentation et la planification du mariage a commencé. Ma relation avec mes parents est restée compliquée. Bien qu'ils soient heureux pour moi, ils ont constamment fait pression pour la réconciliation avec ma sœur. Ils voulaient que je l'invite au mariage malgré tout. Ils ont même sorti la carte c'est la famille à chaque occasion. Ma fiancée a soutenu ma décision de ne pas l'inviter, comprenant que c'était mon choix. Pourtant, mes parents ont continué à me faire pression. Finalement,
j'en ai eu assez et je leur ai dit clairement que je n'allais pas l'inviter. Et si cela signifiait qu'il ne voulait pas venir, alors je comprendrais. J'ai cru qu'ils avaient enfin compris le message car après quelques allers-retours, ils ont dit qu'ils respectaient ma décision. Je savais qu'ils étaient déçus, mais je ne voulais pas m'y attarder. Mon attention était portée sur ma future femme et la vie que nous construisions ensemble. Le jour du mariage est arrivé, et tout était parfait jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Nous étions en train de prendre des photos quand l'un de mes cousins est venu en courant me disant qu'il avait de mauvaises nouvelles. Je pouvais dire à l'expression sur son visage que quelque chose n'allait vraiment pas. Bien sûr, quand je suis allé à l'entrée du lieu, ils étaient là, mes parents et ma sœur, tous habillés comme s'ils étaient invités. J'étais furieux. Mon sang bouillait et je pouvais à peine me contenir. Ils avaient agi dans mon dos, ignorant complètement mes limites et l'avaient amené à mon mariage. Ma sœur avait ce regard suffisant sur son visage comme si elle savait qu'elle causait une scène et qu'elle s'en fichait. Mes parents ont essayé de faire semblant d'être innocents, disant des choses comme « Nous voulions juste arranger les choses et c'est ton mariage. Tu ne peux pas exclure la famille. » Je n'arrivais pas à croire qu'ils essayaient de faire ça le jour de mon grand jour. Sans hésitation, je leur ai dit de partir. La vue de ma sœur se tenant là à mon mariage après tout ce qu'elle avait fait était trop. Mes parents se tenaient à ses côtés, clairement complices de cette tentative de réconciliation. J'avais clairement indiqué que ma sœur n'était pas la bienvenue et que s'ils ne pouvaient pas respecter cela, ils n'avaient pas besoin de venir non plus. Pourtant, ils étaient là, pensant qu'ils pouvaient ignorer les limites que j'avais fixées. Ils ont refusé. Ma sœur a commencé à faire une scène, sa voix s'élevant alors qu'elle m'accusait d'être dramatique, de m'accrocher à une rancune et de réagir de manière excessive à quelque chose qu'elle considérait comme insignifiant. Elle agissait comme si les années de trahison et de sabotage n'étaient rien d'autre qu'un malentendu trivial. La tension dans l'air est devenue palpable, et je pouvais sentir le poids du jugement de certains des invités qui avaient commencé à remarquer le grabuge. Malgré sa tentative de me faire passer pour déraisonnable, je suis resté ferme. Je n'allais pas la laisser gâcher le jour le plus important de ma vie. Ce n'était pas le moment de céder à la pression, surtout pas après toutes les blessures et les manipulations qu'elle avait causées. Mes parents ont essayé de faire la médiation, me poussant à laisser tomber pour le bien de la famille, mais je ne pouvais pas. Les limites que j'avais fixées avaient été durement gagnées, et c'était une autre tentative de leur part de les ignorer. Des années de ressentiment se sont accumulées dans ma poitrine alors que je sortais mon téléphone et composais le numéro de la police. Appeler la police pour ma propre famille n'était pas quelque chose que j'avais jamais imaginé faire, mais je savais que je devais le faire. J'ai expliqué que des invités non invités tentaient de s'incruster à mon mariage, et en quelques minutes, la police est arrivée. Voir les officiers s'approcher de nous était à la fois surréaliste et soulageant. Mon mariage avait déjà été entaché par cette confrontation, mais au moins maintenant, cela pouvait être géré. Je m'attendais à ce que ce soit un bref échange gênant, quelque chose que les officiers pourraient régler rapidement afin que je puisse continuer ma journée. Ils se sont approchés avec un professionnalisme calme et ont demandé à mes parents et à ma sœur de partir. Mes parents étaient réticents mais semblaient comprendre la gravité de la situation. Ma sœur, cependant, était une autre histoire. Au lieu de se conformer, elle a campé sur ses positions, se disputant avec les officiers et refusant de partir. Le volume de sa voix a augmenté et elle a commencé à faire un spectacle d'elle-même. Son refus de se conformer n'a fait qu'aggraver la situation, attirant encore plus d'attention indésirable de mes invités. À ce moment-là, les choses ont pris une tournure inattendue. L'un des officiers, après avoir parlé dans sa radio, s'est approché de ma sœur avec une attitude plus sérieuse. Il ne s'agissait plus seulement de son refus de partir. Quand ils lui ont demandé une pièce d'identité, j'ai senti que quelque chose avait changé. Il y a eu une longue pause pendant qu'il vérifiait ces informations, et la tension dans l'air s'est épaissie. Il s'est avéré que ma sœur faisait l'objet d'un mandat d'arrêt. Je n'en avais aucune idée, et à en juger par le regard stupéfait sur le visage de mes parents, eux non plus. Apparemment, elle avait été impliquée dans une sorte d'escroquerie il y a quelques années, escroquant plusieurs personnes de leurs euros en utilisant de fausses identités. Ce que j'avais supposé n'être qu'une dispute familiale s'est soudainement transformé en quelque chose de beaucoup plus grave. Les officiers ont agi rapidement, lui passant les menottes alors qu'elle protestait et se débattait. Elle a essayé de maintenir son défi, mais il était clair que cette situation avait échappé à son contrôle. Je suis resté là, la regardant alors qu'il la conduisait vers la voiture de police, son visage un mélange de choc et de rage.
Mes parents étaient frénétiques, suppliant les officiers de la laisser partir, mais leurs paroles sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Lorsque mon père a physiquement tenté d'intervenir et que ma mère a attrapé ma sœur, les choses ont encore dégénéré. Les officiers leur ont ordonné de reculer, mais ils n'ont pas écouté. Dans leur désespoir, ils ont aggravé les choses. Ce qui aurait dû être une simple expulsion des lieux s'est transformé en arrestation pour entrave à la justice. Mes 2 parents ont également été menottés, leurs supplications noyées par le chaos qui se déroulait autour de nous. Je suis resté là, regardant les 3, ma sœur, ma mère et mon père, être chargés dans des voitures de police. C'était surréaliste de les voir emmenés devant mes invités de mariage, tout cela parce qu'ils ne pouvaient pas respecter mes limites. Un mélange d'émotions m'a envahi. Je n'étais pas surpris. Pas vraiment. Après tout ce que ma famille m'avait fait subir, il semblait presque inévitable que ce soit le résultat. C'était comme si les années de manipulation, de trahison et de tromperie avaient culminé dans ce moment de jugement public. Debout là, entouré d'amis et d'êtres chers qui étaient venus nous soutenir, j'ai ressenti un étrange mélange de culpabilité et de déception. La culpabilité que notre journée spéciale se soit transformée en un désastre pour toutes les personnes impliquées, et la déception que, encore une fois, ma famille m'ait pris quelque chose. J'ai avancé, avec un souffle tremblant, j'ai dit aux invités que le mariage n'aurait pas lieu. M'excuser me semblait être la bonne chose à faire, même si je n'étais même pas sûr de ce pourquoi je m'excusais. Était-ce pour le spectacle, pour les actions de ma famille ou pour le fait que nous avions invité tout le monde ici seulement pour les renvoyer? Je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est que je me sentais perdu, incertain de la façon de naviguer dans les débris que ma famille avait laissés derrière elle. Je ne sais pas comment avancer avec cela. Tout ce que j'avais imaginé pour ma fiancée et moi, pour notre avenir ensemble, semblait maintenant éclipsé par le chaos que ma famille avait déclenché. Il ne s'agissait plus seulement de reporter ou de sauver la journée. Il s'agissait de ramasser les morceaux émotionnels laissés derrière. Comment avancer quand les personnes qui devraient vous soutenir sont celles qui vous rabaissent constamment? Mise à jour 1. Quelques jours après le mariage, les choses s'étaient calmées, mais les conséquences du drame créaient toujours beaucoup de tension. Ma partenaire et moi essayions d'avancer pour retrouver la joie qui nous avait été volée. Mais mes parents, maintenant libérés sous caution, avaient fait exploser mon téléphone. Leurs messages incessants étaient un rappel constant du chaos qui venait de se dérouler. Des messages vocaux s'accumulaient et de longs textes culpabilisants inondaient ma boîte de réception. Les messages de ma mère étaient particulièrement exaspérants, remplis de phrases comme « Nous essayons juste d'aider et tu n'avais pas à nous appeler la police ». C'était comme s'ils essayaient toujours de retourner le récit en leur faveur, refusant de reconnaître à quel point ils avaient dépassé les limites. Au fil des jours, la frustration n'a fait que croître. Mon père, comme d'habitude, est resté silencieux, laissant ma mère prendre les devants dans leur défense. Bien qu'il soit resté passif, je savais qu'il était tout aussi complice. Leur refus d'accepter toute responsabilité ressemblait à une trahison encore une fois. Je me suis demandé si ce serait toujours comme ça. Ma famille, refusant de reconnaître les dégâts qu'elle avait causés, a jamais piégé dans son déni. Pendant ce temps, ma sœur est restée en garde à vue, et j'en ai appris davantage sur les accusations auxquelles elle faisait face. De multiples chefs d'accusation de fraude et d'usurpation d'identité brossaient un tableau sombre. Chaque nouvelle information était plus douloureuse. Je ne connaissais pas l'étendue complète de ces crimes, mais plus j'en découvrais, plus je réalisais depuis combien de temps cela durait. Tout était si emmêlé, et la réalisation qu'elle risquait de passer de sérieuses années en prison était déconcertante. Une partie de moi a ressenti une étincelle de sympathie. Après tout, elle était toujours ma sœur. Mais ensuite, les souvenirs ont afflué, les mensonges, la manipulation, la façon dont elle m'avait constamment sapé. C'était un schéma. Et maintenant, elle faisait enfin face aux conséquences de ses actions. Pendant tout cela, ma fiancée est devenue mon roc. Elle était là pour moi à chaque étape du chemin, toujours prête à écouter alors que j'exprimais mes frustrations et mes peurs. Nous avons passé de longues soirées à discuter de la façon de gérer ma famille à l'avenir, passant en revue tous les scénarios possibles. Il est devenu clair que les exclure, du moins dans un avenir prévisible, était la meilleure option pour notre santé mentale. Nous devions créer un espace libre du chaos qu'ils apportaient constamment dans ma vie. Mais même cette décision n'est pas venue sans ses complications. Un soir, alors que nous dînions, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité,
mais quelque chose m'a poussé à répondre. Il s'est avéré que c'était un ami de la famille qui avait entendu parler de l'incident du mariage et de la situation avec ma sœur. Ils ont exprimé leur inquiétude et m'ont exhorté à reconsidérer ma décision de couper les ponts avec ma famille. Entendre ce genre de pression m'a honnêtement donné des nausées. C'était comme si toute la communauté était prise dans le drame et je me suis soudainement senti exposé et vulnérable à leurs opinions. Le lendemain, j'ai reçu une visite inattendue de mes parents. Ils sont arrivés sans prévenir. J'avais espéré que leur laisser de l'espace permettrait à une partie de la tension de se dissiper, mais ils semblaient déterminés à me confronter. Le visage de ma mère était un masque d'indignation lorsqu'elle est entrée chez nous. Elle s'est lancée dans une diatribe sur le fait que nous étions déraisonnables, que je devais pardonner et oublier. Mon père est resté silencieux, un observateur du chaos qui se déroulait encore une fois. Cette confrontation a dégénéré en une vive dispute. J'ai essayé d'expliquer ma perspective, d'expliquer pourquoi leurs actions avaient été si néfastes, mais c'était comme parler à un mur. Ils ne voulaient pas l'entendre. Au lieu de cela, ma mère a insisté sur le fait que nous devrions tous pouvoir passer à autre chose comme si tout pouvait simplement être balayé sous le tapis. C'était épuisant, et je me suis retrouvé à lutter contre leur tentative de manipuler le récit une fois de plus. Quand ils sont partis, j'étais tellement furieux. Comment pouvaient-ils être si aveugles à l'impact de leurs actions? Dans les jours suivants, nous avons fait un effort conscient pour détourner notre attention de toute cette agitation et embrasser la vie que nous voulions construire ensemble. Nous avons commencé à planifier une petite escapade, quelque chose pour célébrer notre union loin du chaos. C'était une distraction bien nécessaire, une chance de nous reconnecter sans les rappels constants de l'ingérence de ma famille. En fin de compte, la décision de prendre du recul par rapport à ma famille m'a semblé nécessaire, mais elle m'a aussi laissé un sentiment de perte. J'avais espéré un autre type d'expérience familiale, une où nous nous soutenions mutuellement au lieu de nous détruire mutuellement. Maintenant, alors que je regardais vers l'avenir, j'ai réalisé que reconstruire ma vie signifiait apprendre à accepter que ma famille ne serait peut-être jamais ce que j'avais toujours voulu. C'était une vérité douloureuse, mais je savais que c'était le premier pas vers la reconquête de mon bonheur. Mise à jour 2. Cela fait environ une semaine depuis l'incident du mariage, et je suis toujours en train de traiter tout ce qui s'est passé. Chaque jour est un mélange d'émotions. Soulagement, tristesse, colère et un étrange sentiment de liberté. J'ai réalisé que ma relation avec mes parents est irréparable, du moins pour l'instant. Après le fiasco du mariage, je pensais qu'ils verraient enfin la gravité de leurs actions. Mais non, ils ont redoublé d'efforts, insistant sur le fait que j'avais réagi de manière excessive et que d'appeler la police était trop extrême. Selon eux, la famille ne devrait jamais impliquer la police, quoi qu'il arrive. Je suis fermement en désaccord. La réalité est qu'ils ont continuellement franchi les limites, et je refuse d'accepter leur récit plus longtemps. Au cours des derniers jours, mes parents ont essayé de rallier des membres de la famille élargie à leur cause. J'ai reçu quelques appels de mes tantes me demandant s'il y avait un moyen de réparer les choses avec mes parents. Je pouvais sentir la pression monter, l'attente que je devais simplement pardonner et oublier. Mais quand j'ai tout expliqué, comment ils s'étaient présentés sans invitation, comment les actions de ma sœur avaient conduit à une enquête criminelle, ils ont été horrifiés et ont pris mon parti. C'était une petite victoire, mais je savais que la bataille était loin d'être terminée. La plupart de ma famille élargie reste en dehors de tout ça, mais quelques-uns semblent penser que mes parents sont les victimes ici, ce qui est ridicule. Je réalise que certaines personnes prendront toujours le parti de la famille, quels que soient les faits. Mais ce n'est pas tout. Ma fiancée et moi avons pris une décision importante, nous marier. Ce n'était pas le grand événement que nous avions initialement prévu. Une part considérable de notre budget avait déjà été allouée à ce mariage maintenant perturbé, alors nous avons opté pour quelque chose de simple. Nous avons informé quelques amis proches et les parents de ma partenaire, en gardant l'intimité et la signification. Il était juste de franchir cette étape ensemble, de solidifier notre engagement d'une manière qui semblait authentique et exempte du bruit du drame de ma famille. Le jour de notre petite cérémonie, l'atmosphère était étonnamment calme. Le soleil brillait, projetant une douce lueur sur le jardin où nous avons échangé nos vœux. C'était surréaliste de me tenir là avec ma partenaire, le monde autour de nous s'estompant dans un brouillard de bonheur. Je pouvais voir la joie dans leurs yeux et pour ce moment, rien d'autre n'avait d'importance. Nous nous sommes promis l'amour, le soutien et la compréhension, jurant de faire face ensemble à tous les défis qui nous attendaient.
C'était un beau rappel que malgré le chaos, nous avions l'un l'autre. Cependant, la journée n'a pas été sans complications. Juste au moment où nous terminions la cérémonie, j'ai reçu un message d'une de mes tantes. Il s'est avéré que mes parents répandaient activement des rumeurs à notre sujet, me présentant comme le méchant de la situation. Ils affirmaient que je les avais coupés sans raison et que j'étais ingrat pour tout ce qu'ils avaient fait pour moi. La nouvelle m'a durement frappé, mais ma femme m'a rassuré en disant que nous étions en train de créer notre propre famille. Une famille construite sur le respect et l'amour, pas sur la manipulation et la culpabilité. Au fil des jours, nous nous sommes installés dans la vie conjugale, appréciant les petites choses, cuisinant ensemble, regardant des films et rêvant de notre avenir. Mais le spectre de ma famille planait toujours. J'étais constamment bombardé de messages de mes parents essayant de me culpabiliser pour que je les voie. Ils ont même suggéré que ma décision de me marier sans eux était une trahison, prouvant davantage leur refus de comprendre les dégâts qu'ils avaient causés. Au milieu de tout cela, je n'ai cessé d'entendre des nouvelles de ma sœur. Son affaire avançait, et d'après ce que j'ai compris, les preuves contre elle étaient assez accablantes. C'était déchirant d'entendre les détails. Elle avait manipulé tant de gens, laissant une traînée de blessures. La réalité de sa situation pesait lourdement sur mon esprit. Elle allait probablement purger une peine de prison et une partie de moi ressentait de la tristesse pour la perte de ce qui aurait pu être une meilleure relation. Mais finalement, je me suis rappelé que j'avais fini d'essayer de réparer les choses avec des gens qui ne voulaient pas changer. Un soir, j'ai reçu un appel d'une de mes tantes qui avait initialement pris le parti de mes parents. Elle a exprimé son inquiétude pour moi, craignant que je ne sois trop rapide dans mon jugement, me disant de voir la situation dans son ensemble. J'ai apprécié son inquiétude, mais cela n'a fait que réaffirmer ma décision de prendre mes distances. J'ai expliqué à quel point il était important pour ma santé mentale de prioriser mon propre bonheur et de cesser de laisser la toxicité de ma famille dicter ma vie. J'ai raccroché en me sentant fort, sachant que je choisissais un meilleur chemin pour moi-même. Alors que nous avancions dans notre nouvelle vie de couple marié, j'ai commencé à réaliser que si les actions de ma famille étaient douloureuses, elles m'avaient aussi apporté une clarté que je n'avais pas eue auparavant. J'apprenais l'importance des limites, la nécessité de l'autopréservation et la valeur de m'entourer de personnes qui me soutenaient vraiment. Ma partenaire était mon ancre à travers tout cela, me rappelant que nous avions un brillant avenir devant nous, un avenir qui n'incluait pas le chaos de mon passé. La vie commençait à paraître plus prometteuse, mais je savais que je devais rester vigilant. Le chemin de la guérison serait long, et même si je n'avais pas de réponse à tout, j'étais déterminé à me créer un espace où je pourrais prospérer loin des ombres du dysfonctionnement de ma famille.